Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et voilà, tout le monde s'installe dans le studio pour commenter l'actualité. Mickaël Darmon, bonjour, ravi de vous accueillir. Journaliste politique chez i24 News, vous avez publié Le Pape et la Matriarche, histoire secrète des relations entre Israël et le Vatican aux éditions Passé Composé. Et on peut toujours voir votre documentaire, Le Maroc de Mohamed VI, c'est d'actualité, que vous avez co-écrit, co-réalisé avec Yves Deray, qu'on peut voir sur Public Sénat, en replay évidemment. Jean-Luc Benamias est avec nous. Bonjour Jean-Luc, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Alexandra Spiner, enseignante et déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région Île-de-France. Bonjour Valérie, et bonjour Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique. On va parler de la visite d'Emmanuel Macron au Maroc avec beaucoup de patrons et de contrats qui ont été signés et puis des invités qui font réagir. On l'a un petit peu évoqué hier. On n'avait pas sur la liste, figurez-vous, Yacine Bellatar. On l'a découvert dans la journée. On avait évoqué ici hier François-Marie Bagné. Enfin, je sais pas, c'était un voyage de condamné peut-être, je ne sais pas, de repris de justice. Taxes comportementales, on va revenir sur ces taxes, sur le vapotage, sur l'alcool, les boissons sucrées. Et puis la santé de nos dirigeants. On a appris hier que le Premier ministre avait été opéré. On commence avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Commençons peut-être avec vous, Jean-Luc Benamias. C'est un coup de gueule contre l'arrêt en grande partie du fret ferroviaire. Le fret ferroviaire, c'est ce qui transporte les marchandises sur les trains. Tout le monde se rappelle, c'était jusqu'à la fin de l'été, au début de l'été cette année, il y a la ligne... Une des lignes principales, il y a beaucoup de lignes SNCF, heureusement, de lignes ferroviaires, entre Rungis et Perpignan. Il s'agit surtout de légumes. Cette ligne-là s'est arrêtée. Mais le débat fondamental, c'est est-ce que le train n'est pas mieux par rapport au transport des marchandises que l'autoroute ? Tout le monde a en tête ce qui se passe sur les autoroutes, notamment l'autoroute du Sud, mais aussi l'autoroute qui fait Paris-Lille, l'autoroute qui fait le Sud-Ouest, de trains, de camions. Alors c'est en semaine, évidemment, parce que les camions n'ont pas le droit de circuler le samedi et le dimanche. Mais, alors, évidemment, il semblerait que ce soit moins cher. Pourquoi c'est moins cher ? Les salaires des chauffeurs routiers issus de l'Union européenne dans son ensemble sont des salaires qui sont en dessous du salaire moyen et du salaire du minimum salarial en France. Voilà, donc quand on parle de transition écologique, quand on parle de façon de gérer la transition écologique, faire l'arrêt et arrêter le fret ferroviaire, alors là il s'agit d'après le ministre, j'ai oublié son nom, des Transports, d'arrêter SNCF Fret. C'est pas très malin, ils savent faire. Ouais, non, mais vous avez raison. Alors effectivement, on ne sait pas le nom du ministre des Transports, vous le savez, les uns et les autres. Non, mais tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui, vous trouvez ? Oui, parce que de toute façon, la crédibilité actuelle du gouvernement et des ministres, les malheureux, je finis par les plaindre. Oui. C'est Monsieur Durouvray. Monsieur Durouvray. Bon, Durouvray. Enchanté. Durouvray, voilà. On vient de l'entendre, mais vous avez raison, effectivement. On va voir avec vous, Sophie, un coup de gueule. Oui, parce que en ce moment, il y a une espèce de saupoudrage de mesures qui n'en sont pas, qui ne seront pas votées, de fiscalité. Mais le premier point, d'abord, c'est absurde de dire tout ce qu'on va taxer, parce que c'est ce qui reste dans l'esprit des gens, pour en fait ne pas taxer ou revenir en arrière ou ne pas faire voter. Et là, il y a un truc quand même qui est très particulier. Et je voyais ce que disait la FEVAD, qui est la Fédération du e-commerce et vente à distance. Notre ami, vous savez, à chaque fois que vous commencez, à chaque fois que vous commandez quelque chose, c'est mis dans des entrepôts. Eh bien, figurez-vous qu'on a décidé de taxer les entrepôts. Les entrepôts français, seul pays au monde où on taxerait des entrepôts. Et bien évidemment, taxer les entrepôts où il y a la vente à distance, où il y a tous les produits, il y a plein de produits qui arrivent sur ces entrepôts avant d'être chez vous, eh bien, c'est la porte ouverte aux Chinois. Parce que les Chinois, eux, n'auront aucune répercussion sur les produits qu'on achète chez eux et qui viennent directement, souvent dans des plateformes d'ailleurs complètement défiscalisées, qui s'appellent des plateformes de transit, qui ne sont pas des entrepôts. Et donc c'est une telle aberration. Ça veut dire que ça incite les gens qui ont des entrepôts de plus, je crois que c'est 10 000 mètres carrés ou un truc comme ça. Oui, 10 000 mètres carrés.
Eh bien, ceux-là sont donc taxés. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller mettre leurs entrepôts ailleurs. Mais comment est-ce qu'on peut réfléchir à des bêtises pareilles? Bah oui. À des bêtises pareilles. Il faut le savoir, c'est le consommateur qui paiera, c'est le produit qui paiera, parce que, évidemment, il faut savoir que quand vous taxez quelqu'un, il le répercute sur quelqu'un d'autre. Bien sûr. Mais C'est quelqu'un normal. d'autre, c'est le consommateur. Et ben voilà. Oui. Alexandra Spinner. Encore un machin étrange qui a été inventé pour pénaliser au fond Et par qui? On ne sait l'essor pas. économique et les consommateurs. Enfin, c'est lunaire comme Oui. d'habitude. Lunaire. Oui. Ouais, Michael. ça montre surtout que l'état des finances publiques dégrade et détruit toute la gouvernance. Oui. C'est-à-dire que l'urgence absolue qu'il y a de trouver de l'argent fait qu'il n'y a plus de possibilités. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que on vit maintenant les avertissements nombreux et répétés, notamment du président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, qui avait dit déjà depuis plusieurs mois, on ne va plus pouvoir rien financer, on ne va plus pouvoir avoir de réflexion à long terme, on ne peut plus faire de bonne gouvernance. Et au fond, on est en train d'entrer dans cette période. On a l'impression que c'est une gouvernance de funambule un peu. C'est assez. Oui. Bah, surtout Oui, on marche au bord du ravin. Contre le mur, surtout. Ouais. Dos mur, plutôt. Dos Et mur. je ne comprends pas, parce que c'est vrai que c'est difficile, on ne va pas dire que c'est facile, mais je lisais avec beaucoup d'intérêt ce que dit Agnès Verdier-Molinier, qui a un organisme qui ne s'occupe que de ça. Et je vous donne juste une information, par exemple. On a les annulations, on pourrait faire des annulations de crédit de l'aide publique sur le développement extérieur. C'est-à-dire que quand on va au Liban, on distribue une somme énorme, on distribue et on aide des pays tout autour de nous. J'aimerais savoir pourquoi on aide la Syrie, pourquoi on aide la Turquie, etc. Non mais quand on n'a pas les moyens, on arrête les aides extérieures et on récupère des milliards. Je ne pense pas qu'on aide la Turquie. On aide la Chine, ça c'est sûr, Non, mais pas la Turquie. Mais Ce sont surtout des écoutez, engagements de je l'ai là, crédit. je vais valider, mais je souvent, l'ai c'est là. pas de l'argent vraiment sonnant et On aide le trébuchant. Liban en tout cas. On va ça, c'est marquer certain. une pause et on continue nos débats dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Radio. Le 10h midi. Mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Et on est ensemble pour commenter l'actualité dans le 10h midi avec Michael Darmon, journaliste politique chez i24 News. Vous avez publié Le Pape et la Matriarche, histoire secrète des relations entre Israël et le Vatican aux éditions Passé Composé. Et on peut revoir votre documentaire qui est passé sur Public Sénat, Le Maroc de Mohamed VI, avec, que vous avez réalisé avec Yves Deray. Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme et ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Alexandra Spinner, enseignante, déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région Île-de-France. Et Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. On va parler de la visite d'Emmanuel Macron au Maroc, les différentes taxes évoquées, en particulier celle sur les boissons sucrées, est également envisagée une taxe sur le vapotage, et on parlera de la santé de nos dirigeants avec vous. On continue vos coups de cœur et vos coups de gueule, donc on va passer à vous, Alexandra Spinner. C'est plutôt un hommage. Oui, un hommage, mais aussi un coup de gueule. Je souhaitais rendre hommage à Shaina Hansi, qui est une jeune fille qui a été brûlée vive à Creil il y a 5 ans maintenant. Un hommage lui a été rendu à Creil. C'est un jardin hommage qui a été inauguré. Et je voulais absolument lui rendre hommage parce qu'elle est au fond le nom de toutes ces jeunes filles qui subissent la loi de la cité. Shaina, c'est un féminicide, mais qui n'a pas mobilisé les féministes en carton que nous avons et qui préfèrent se mobiliser contre les SUV et pour l'écriture inclusive. Voilà, je voulais dire son nom, une jeune fille victime de viol en Réunion, puis victime aussi de la loi des cités, brûlée vive dans un cabanon. Et oui, c'est la réalité. Monstrueux. Oui, c'est monstrueux, c'est la barbarie dont les filles sont victimes dans les cités. La vraie, en l'occurrence. La vraie barbarie, oui, puisque les mots ont un sens. On a vu qu'il y avait un glissement Et sémantique. après on nous explique que c'est culturel. Absolument. Oui. Et puis aussi rendre hommage à son frère Yacine, qui se bat pour faire vivre la mémoire de sa sœur, de sa famille, très digne. Et je constate que à l'hommage qui lui a été rendu vendredi dernier, il n'y avait aucune organisation féministe.
Voilà. Oh là là, c'est On terrifiant. oui, c'est terrifiant. Moi, c'est j'ai un terrifiant. mépris pour les féministes françaises. Je suis désolée de le dire. Alors pas toutes, Pas évidemment. toutes, pas pas toutes, toutes. oui, Pas toutes. Il y a oui. déjà des dissensions au sein des différents Oui. mouvements Oui. féministes, Oui, mais donc à vous se pouvez pas plaindre dire avec ça. des Jérémias Vous toute avez, la journée. vous avez des femmes comme Elisabeth Badinter, Bien sûr, qui est remarquable. Donc, Non, mais donc ce on que peut je pas veux dire, dire c'est les China féministes. aussi, en tout cas, n'a mobilisé personne, n'a intéressé Oui, c'est personne. ça. Il faut effectivement sûr. avoir de la nuance. C'est Oui. important de rappeler le nom et le destin tragique de cette jeune fille. Mais ça permet effectivement de bien discerner les postures médiatiques qui cherchent le bon dossier. Comme c'est souvent le cas dans ce genre de démarche, des personnes qui, dans l'ombre, continuent à travailler, continuent à essayer de faire reculer. Il faudrait que ce soit dans la lumière. Ces comportements, et on voit bien effectivement par le choix qu'est-ce qui intéresse et qu'est-ce qui intéresse moins, et les indignations à géométrie variable. Défendre Voilà. Nicolas Bedos, c'est beaucoup plus important pour certaines féministes. China Oui, aussi, enfin- n'oubliez pas son nom, parlons d'elle, que voilà. Ouais, vous avez raison. C'est Nicolas important. Bedos, Merci c'est de le un faire. symptôme dans tous les sens du terme. On va pas ouvrir le mais dossier, c'est quand mais- même, voilà, que ça fasse la une de tous les journaux toute la journée, lamentable. Ouais, et que son avocate s'exprime en expliquant que les victimes sont un petit peu coupables. Enfin, elle le dit pas tout à fait comme ça, mais qu'il y en Moi, j'ai a trouvé marre. son il y en a- avocate absolument exceptionnelle. Ah, moi, j'ai trouvé nullissime. Ah oui, Mais j'ai nullissime. trouvé très bonne, moi. Nullissime. Pardon, Je non. trouvais totalement Non, à elle côté était de la sidérée, plaque. je trouvais, à côté de la Alors, plaque. on va pas refaire on va pas le- faire voilà, libre procès. de sa défense. Oui, elle est libre de Néanmoins, sa on peut défense, mais questionner On la peut défense questionner de sa Bedos, défense. oui. Bon, Juste un mot sur oui, les féministes. Oui. Heureusement qu'il existe des féministes. absolument. Je suis d'accord avec vous. De différentes obédiences, de différentes structures. Monsieur Dire que Benagnas, toutes les je n'ai féministes rien se dit ressemblent. d'autre que Oui. les féministes étaient absentes aux côtés de Non, la c'est- famille de Chania. Je ne sais pas. Bah si, Bah si, elle elle y le était. dit, elle y Alexandra y était. Bah oui. était. Donc elle a vu qu'il n'y avait pas Les d'association féministes sont quand même féministe. globalement Il y avait pas ce toutes mouvement. très nombrilistes. Il y a des mouvements féministes formidables, mais je note que la plupart des mouvements féministes ne sont pas aux côtés des femmes israéliennes victimes Non, non, de non, viols, non, ça y est, ne sont on pas juge. aux côtés Non, non, des non. femmes iraniennes. Oui, pardon, je sais bien que ce sont des faits implacables qui vous dérangent, mais c'est la réalité. Mais non. Bah, Mais non. Qu'est-ce que vous répondez au fait, à ce Mais fait-là? une majorité de féministes, évidemment, combattre tout ce qui existe comme terrorisme, notamment le terrorisme du Hamas. Enfin, soyons sérieux. Bah, Bon, on l'a non, pas mais vu, c'est hein. pas la. On l'a pas l'occurrence. vu en tout cas. Ouais. Elles ne Et se là, sont pas beaucoup manifestées. là, en l'occurrence, Et on- aux côtés des femmes iraniennes, il y a des féministes Évidemment, courageuses qui évidemment. sont aux côtés des femmes Pas iraniennes. beaucoup, Vous en hein. voyez beaucoup? Non, la Bah, vérité, évidemment, j'en vois beaucoup. c'est que la vérité, c'est que China, comme d'autres, dans la cité, sont victimes des mauvais agresseurs. C'est ça la réalité. C'est la seule phrase avec laquelle je suis d'accord. Voilà. Oui, merci. un mot d'une info de nos confrères, la plateforme Pharos, vous savez, cette plateforme qui permet de signaler des tweets, des messages qui sont à caractère antisémite, raciste, pornographique, eh bien, elle n'est pas équipée en fibre optique. Donc il y a des bugs à répétition et ces agents donc qui croulent sous les signalements n'ont pas les bons outils pour travailler. Donc voilà, c'est encore un peu où va le pognon. On peut poser la question Une de voir. Ça absurdité de renvoie plus. à la remarque de tout à l'heure, Oui, c'est quand il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de gouvernance. Ouais, Voilà. absolument. Alors avec vous, on va parler du Maroc. Michael, coup de cœur. Oui, alors coup de cœur pour le simple fait que cette visite déjà existe, Oui. parce que elle fait prendre au fond conscience, et après tellement de méandres et tergiversations et de mauvaises analyses, elle fait prendre conscience à la France que il faut arrêter d'être sans arrêt dans la naïveté à l'égard de l'Algérie et de tendre la main pour une hypothétique et chimérique réconciliation mémorielle. On s'est bien planté, d'ailleurs. Mais ça, c'est une constante de Emmanuel Macron Oui. depuis 2017 et même avant. C'est sa ligne directrice. Et du coup, il a été amené, obligé, peut-être pour la première fois quelque part depuis vraiment sa présidence, à admettre Ouais. une erreur.
sans évidemment le formuler, hein, parce qu'en général, lui dit pas que c'est une erreur, il dit que ça n'a pas marché. Mais c'est la formule. Mais disons que cette fois-ci, il y a effectivement la reconnaissance de fait que tendre la main à Géry, ça n'est jamais, ça n'est pas probant et ça n'est pas fait pour être efficace, et que il était temps de rattraper toute la perte effectivement de valeur et la perte de relations et la perte de temps dans la dégradation de la relation avec le Maroc, comme c'est depuis plusieurs années. Donc on va voir si cette au fond visite réussit, parce que paradoxalement, et c'est intéressant parce que je comprends que on a voulu au fond surentourer l'objectif réel de cette visite, c'est-à-dire la politique et la réconciliation entre les deux dirigeants. On a voulu mettre l'accent sur la coopération économique. Enfin, la coopération économique, c'est ce qui a le mieux marché, et c'est la seule chose qui est restée au temps de la brouille absolue entre les deux dirigeants de la France et du Maroc. Donc la vraie attente, c'est est-ce que effectivement Emmanuel Macron va aller au-delà encore de la lettre d'engagement, on va dire, du 30 juillet sur la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental. Alors d'abord, j'aimerais que, parce qu'on n'en peut plus des mauvaises nouvelles, j'aimerais qu'on se réjouisse, parce que finalement, et d'ailleurs il y aura une autre question qui peut se poser parallèlement à cela, mais bon, c'est réussi. Il a fait du charme, il y a des milliards qui sont en jeu, économiquement, c'est réussi. Il a emmené des patrons, pour une fois il a emmené des petits patrons aussi, enfin des moyens patrons, on a vraiment l'impression, bon, tant mieux, il a été bien accueilli, on n'a pas été humilié. Alors attendez, je finis. Donc on est satisfait de cette visite au Maroc, c'est un bon point pour lui. Moi j'en peux plus de casser du Macron, d'ailleurs je finis par... c'est trop facile, mais c'est vrai, je le reconnais. Ce que je ne comprends pas, mais là c'est vraiment, je ne comprends pas que dans sa suite, entre guillemets, il emmène des gens totalement contestables. C'est ce qu'on va aborder dans un instant. On va marquer une pause. Enfin, pour l'instant, cette musique, économiquement, bravo. Enfin, bon on a lâché l'Algérie. Oui. Et voilà. Et effectivement, 125 personnes dans ses bagages. Oui, mais il fallait certains pour le moins étonnants. Oui, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous pour commenter l'actualité. L'actualité, c'est cette visite d'Emmanuel Macron au Maroc. Il est accompagné de chefs d'entreprise et de personnalités, parmi lesquels Bernard-Henri Lévy, Ariel Dombal, Tahar Benjeloun. Enfin, il y a toute une pléthore d'invités. Jusque-là, Valérie, vous n'avez cité que ceux dont on peut se réjouir. Absolument. Donc hier, on a évoqué François-Marie Bagné, donc qui a été condamné dans l'affaire Bettencourt, et on a appris dans la journée que à ses côtés était présent également Yacine Bellatar. Je vous lis juste le tweet ce matin d'Éric Nolot qui est un peu surpris par la présence de Bellatar, puisque il s'était réjoui, je vous le rappelle quand même, de la mort de Samuel Paty et de Dominique Bernard, et donc voilà, et qui avait comparé. Alors j'ai mal photographié le tweet de Nolot, mais il fait partie de la délégation présidentielle, donc Yacine Bellatar, qui a été condamné pour du harcèlement. Attendez, Alexandra Spinner. Voilà donc un délinquant qui revendique un lien fraternel avec le président de la République, qui a des accointances avec le CCIF. Donc je rappelle quand même que c'est Darmanin qui a demandé sa dissolution. Voilà quelqu'un qui a ri de Samuel Paty dans une vidéo, qui a été qui est condamné, visible, qui est en train d'être qui entretient une espèce d'antisémitisme de salon. On est dans cette espèce d'antisémitisme qui ne dit pas son nom, qui revendique, qui est une espèce de chantre de la non-assimilation. Il le revendique lui-même, voilà. Et voilà qu'il apparaît vêtu de son pyjama à une visite officielle qui a des enjeux absolument immenses pour notre pays. Pour moi, c'est juste scandaleux, mais c'est humiliant pour notre pays. Il y a tout ce côté transgressif qu'on connaît du président de la République. Il y a un côté je m'affranchis de tous les tabous, je m'affranchis de tous les interdits et je fais absolument ce que je veux. Quant à la défense du ministre, oui, parce qu'il y a une vidéo qui a circulé où on les voit échanger en souriant. C'est que évidemment on ne savait rien de cette visite, il n'était pas sur les listes officielles. On l'apprend, je crois, par un tweet
d'un journaliste de CNews, pardon, je parle sous votre contrôle. En tout cas, on l'apprend, et puis on l'apprend par une vidéo absolument sidérante où on voit le ministre des armées, enfin c'est Monsieur Lecornu, dans une espèce d'échange sympathique, chaleureux, ils se font des câlins et des bisous, et donc c'est là qu'il apparaît et qu'on comprend qu'il est effectivement dans les bagages du président de la République. Les excuses de l'entourage du ministre sont sidérantes, puisqu'on nous explique qu'il l'a pris pour un technicien, qui ne savait pas du tout qu'il s'agissait de monsieur Bellatar, et que donc il est toujours très chaleureux. Non mais bon, là effectivement, alors, est-ce que je peux dire ça flirte. Alors attendez, allez-y, ça Mickaël. flirte avec quand même là pour le coup le burlesque et la comédie. L'autre question qu'on peut se poser, c'est effectivement, il n'était pas sur les listes, mais est-ce qu'il était dans les avions? C'est-à-dire qu'il a voyagé comment? Parce qu'il était visible depuis l'aéroport, en fait, Monsieur Bellatar. Parce qu'il y a que deux journalistes qui ont identifié. Très certainement. Alors, je pense qu'effectivement, on est dans le syndrome du deuxième mandat, où en général, là, effectivement, et en particulier quand ça se passe mal, là, au fond, le président ne veut même plus masquer. Voilà. Or, on sait depuis le début, et lorsque moi j'avais assisté à son meeting de campagne en 2016, en 2017 à Marseille, on a compris depuis le début qu'il est dans une logique beaucoup plus communautariste qu'il ne veut bien le dire depuis le départ. Il est persuadé que c'est la reconnaissance de la communauté qui fait cohésion nationale. Et de ce point de vue-là, et c'est pour la raison réelle pour laquelle il a toujours apprécié la ville de Marseille. Ça n'est pas du tout pour des questions de football. C'est parce que c'est la ville qui est organisée sur la communauté reconnue. Donc de ce point de vue-là, on est dans une logique où il dévoile de plus en plus, il s'assume de plus en plus, et comme il est quand même dans une logique de fuite en avant, parce qu'il est sur le plan intérieur marginalisé, en retrait, affaibli. Sur le plan extérieur marginalisé, en retrait, affaibli. De ce point de vue-là, il est effectivement maintenant dans la provoque de ce point de vue-là. Je n'arrive pas à croire ça, mais moi ce qui est intéressant c'est de comprendre, parce que là on est dans la décadence d'un système, et ce qui m'intéresse c'est vous dites arrêtons le Macron bashing, on y est quand même. C'est une décadence générale, parce que, excusez-moi, le président de la République, elle n'est pas générale, excusez-moi, elle est extrêmement particulière. Au point de vue dans le gouvernement, parce que j'ai vécu ça longtemps à l'Élysée sous différents présidents. Je suis désolée, il y a des services du protocole, il y a des gens qui sont là pour encadrer le président, pour dire non monsieur le président, pas ça. Il y a un directeur de la communication, il y a c'est généralement terriblement encadré, et on évite les gaffes. Donc ce que je ne comprends pas, c'est cette dérive absolue d'indifférence. C'est ce qu'a dit Alexandra Spiner. Je vais le dire, je vous emmerde. Je fais ce que je veux. Il y a aussi Mjid El Guerrab, qui est un député qui a été condamné à 2 ans de prison pour avoir fracassé le crâne d'un autre député avec son casque. Dès le début de la première législature. Il a été condamné. Ça me paraît tellement hallucinant. François-Marie Bagné. Non, mais si le roi du Maroc veut inviter... Le roi du Maroc, excusez-moi, alors on va pas faire d'incident diplomatique, mais la vie privée du roi du Maroc. Non, mais on parle pas de la vie privée. Je dis si le roi du Maroc veut inviter des gens, il les invite. Là, c'est le président de la République qui a invité ces gens-là, qui a invité Yacine Bellatar, je le rappelle. Yacine Bellatar, qui est quand même. Et que font les services du protocole? C'est quelqu'un qui diffuse l'idéologie frériste. C'est quelqu'un qui va dans nos banlieues pour dire à nos jeunes que l'islam radical, c'est quelque chose de compatible avec la République. On parle de quelqu'un comme ça. Enfin, je veux dire, il faut dire les choses. C'est quelqu'un qui, excusez-moi, mais il faut aussi rappeler son palmarès. Après, Sophie, pardon, c'est aussi quelqu'un qui a été condamné pour menace de mort, et qui avait aussi piqué, si on reste un peu sur la politique, le dossier en public à Jean-Louis Borloo, après que Jean-Louis Borloo ait travaillé sur les banlieues à la demande du président de la République pendant plusieurs mois, et le jour de la présentation du rapport devant toutes les associations de quartier, effectivement, Emmanuel Macron plastronne en disant ce n'est pas un mal blanc qui va régler le problème des banlieues, et c'était effectivement les termes inspirés par Yacine Bellatar. Je connais très bien Jean-Louis Borloo, je dis tu as été exceptionnel parce qu'il a été d'une dignité, il n'a jamais attaqué le président pour ça, et il m'a dit je l'ai su quand je suis rentrée. J'ai dit qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit je suis rentrée, et comme j'avais travaillé là-dessus, toute la salle s'est tournée vers moi et a applaudi, parce que Borloo est très sympathique.
Et j'ai vu Macron, et j'ai vu dans le regard de Macron la détestation du fait que tout le monde m'ait accueilli comme ça. Oui, alors ça c'est aussi une manière d'un peu de rhabiller l'histoire. La réalité c'est que déjà la veille, Jean-Louis Borloo, j'avais un peu suivi cette affaire parce qu'à l'époque je rédigeais aussi un ouvrage sur le macronisme et sur la présidence. Il avait déjà eu vraiment des retours selon lesquels ça n'allait pas fonctionner dans son sens-là. Et il s'avère d'ailleurs que moi, à l'époque, j'avais eu une conversation quelques jours avant cette réunion avec Sibeth Ndiaye et qui m'avait déjà donné pratiquement le wording. Dans un entretien, tous les deux dans son bureau, la terminologie. Elle m'avait déjà dit, bon, c'est quand même pas des mâles blancs qui vont régler le problème des banlieues. Et voilà que 48 heures plus tard, j'entends cela dans la bouche du président. Donc on voit bien à quel point tout cela était déjà pensé et coordonné. Au fond, c'est le premier manifeste. Ce que j'espère. Oui, mais Jean-Luc n'a pas parlé. Jean-Luc, et puis juste de dire que Yacine Bellatar, effectivement, proche des frères musulmans. Jean-Luc. On était parti, c'était bien d'ailleurs. J'ai trouvé le démarrage sur le Maroc, l'idée que la France ait des relations plus qu'honorables avec le Maroc, ça me paraît absolument excellent. Ce que nous appelons tous dans notre... Oui, mais je veux bien qu'on parle des à côté. Moi, je trouve qu'effectivement, 120 personnes autour du président, il a besoin de ça en ce moment, hein, il est content comme ça, il a l'impression d'être moins seul, sans doute. Mais, parce qu'il est très seul quand même, tout le monde le sait. Ça vous choque pas, Bellatar? Pas plus que ça, parce que j'en ai sans doute appris là avec vous sur qui est exactement le bonhomme. Je vais vérifier tout ça. Voilà. Non, mais que vous ne le sachiez pas, c'est une chose. Que le président de la République s'en moque, c'est une autre chose. Il y a des choses qui ressortent sur les réseaux de vidéos où il se moque de Samuel Paty, où il publie où il a des affiches dans des manifestations. Nous vous coloniserons. Je voudrais pas qu'on perde le bénéfice de cette visite, j'en ai marre en même temps. Allez-y, Jean-Luc. Que M. Macron, depuis plusieurs semaines, si ce n'est plusieurs mois, n'écoute plus personne à l'extérieur, ne se rend pas compte de l'animosité qu'il a créée dans le pays, le fait qu'il n'est plus écouté. Alors ça doit l'agacer. Voilà, rien. Il n'y a plus grand-chose qui me surprend. Hein. Oui, moi aussi. Voilà. Après, je reviens sérieusement. Je pense que Michael, tu parles de l'Algérie. Moi, je renverse pas tout ça. Je sais que c'est très très complexe avec l'Algérie. Un jour ou l'autre, il faudra y arriver. C'est encore plus complexe que ça. Donc, quand le régime aura changé, surtout. Ça, évidemment, mais changer de régime en Algérie, tu le sais aussi bien que moi, Michael. Oui. C'est pas de mal. Mais c'est pas la France qui va le faire non plus. Ah non, bien sûr que non. Voilà. Sûrement pas. Donc on n'a rien à faire. Non, exactement. Donc je redis, moi je trouve ça très bien. Que quel que soit ce qu'on pense du roi du Maroc, hein, moi je pense que le Maroc est un pays qui, semble-t-il aujourd'hui, vit très bien sa vie, est accueillant, fait extrêmement attention à tous les phénomènes. Tous les Français prennent leur retraite, se retraitent là-bas. Mais on est d'accord, c'est pas la question. On est tous d'accord là-dessus. La question est d'inviter quelqu'un qui lui en plus aurait dit de ne pas aller manifester le 7 octobre, après le 7 octobre. Mais c'est nul, mais il ne faut pas que ça efface le bienfait de la visite. Mais je suis pas d'accord avec vous. Valérie, je pense qu'effectivement, d'abord, il est normal. Michael. Je pense qu'il est effectivement normal de pointer, on vient de le faire, au fond l'aspect dérive de la cour macroniste et macronienne. Ça, on est dans l'histoire française. Maintenant, effectivement, il va où? Regardons, sortons un peu aussi de notre nombril. Il va dans un pays, effectivement, il faut le dire, qui a fait une mutation considérable, qui est devenu une puissance africaine, économique, politique, géopolitique, qui effectivement se passe de la France aujourd'hui. Oui. Ils les reçoivent quand ils veulent à 17h. C'est-à-dire que c'est le Maroc qui a la main, c'est le Maroc qui a la carte, c'est le Maroc qui a imposé la raison et la manière de faire cette visite. Comment parce qu'ils ont demandé à ce que la France, qui voulait se réconcilier après toutes les années de brouille que l'on a vu, voulait, ils ont dit, ok, mais dites quelque chose sur le Sahara et faites ce que les diplomates appellent cette visite. Ils appellent en fait c'est une visite avec paiement avec un compte sur paiement. C'est-à-dire qu'en fait la lettre du 30 juillet, c'était uniquement pour que cette
cette visite puisse avoir lieu, mais ça n'est pas suffisant pour les Marocains. Ils attendent encore une déclaration politique encore plus probante et plus claire de la part du président de la République. Donc c'est ça qu'on attend, parce que le Maroc, entre-temps, est devenu un pays qui va co-organiser la Coupe du Monde en 2030, qui va organiser la Coupe d'Europe, la Coupe des Nations du football sur le continent africain. Et donc c'est ce qui a échappé aussi à la diplomatie française depuis toutes ces années, c'est l'africanisation du Maroc et la mondialisation de l'Afrique. Bien sûr. Et c'est pour ça aussi que la France en est là sur ce continent. Absolument. Non, mais on est tous d'accord. Mais on est tous d'accord sur le fait que cette visite était essentielle. On sait combien le Sahara est une cause sacrée pour le Maroc. Il était important que la France se range aux côtés du Maroc et que on mette de côté un peu toutes les acrobaties du président de la République sur ce sujet-là, les acrobaties plus que malheureuses. Néanmoins, je suis désolée, vous parliez du Maroc et de toutes les transformations qu'elle a réalisées. Il y en a une dont il faut parler, c'est que le Maroc lutte contre l'islam radical. Absolument. Voilà. Absolument. Donc il n'est pas possible que dans un voyage officiel du président de la République, on ait Monsieur Bellatar qui sème la haine dans nos banlieues. Ça n'est pas possible. Pourquoi ils ont fait ça? 270 000 € en moyenne pour les déplacements d'Emmanuel Macron. C'est le Parisien qui avait publié un article sur le sujet en juillet dernier. Ce sont des coûts qui ont explosé, les dépenses liées aux frais de déplacement du président de la République. C'est aussi en marge. Quand on va au Maroc, je ne vous parle pas du Maroc, je vous parle de ces frais de déplacement. Et ça a coûté 23,2 millions d'euros l'année dernière. Mais ça, c'est le prestige de la France et le rayonnement de la France. Mais il y a des guerres, il y a des... Il faut qu'ils se déplacent. En augmentation. Oui, mais c'est qu'il n'y a pas d'économie. L'activité internationale mérite qu'on se déplace plus, c'est ça. Et quand même, regardez les images, l'espèce de dichotomie. On voit le roi du Maroc qui est d'une dignité absolue, qui semble souffrir, puisqu'il marchait sur une canne. Et à côté, on a le délinquant Monsieur Bellatar en pyjama qui est dans la délégation officielle. Ça n'est pas acceptable. Il est en jogging et basket. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord, donc on n'était pas tout à fait d'accord. On est d'accord sur le fait que cette visite au Macron est importante. Plusieurs milliards d'euros de contrats qui ont été signés. On se réjouit à chaque fois que la France gagne, donc ça c'est vraiment une excellente nouvelle. Absolument, mais néanmoins on peut s'interroger encore une fois sur les invitations. Non, on ne s'interroge pas, on condamne je condamne fermement la présence de Yacine Bellatar dans cette délégation. Ça va être extra d'avoir de nouvelles relations et de faire beaucoup d'échanges économiques. Qu'est-ce que vous dites, Jean-Luc? J'ai dit, on a compris. Oui, on a compris. J'ai entendu. Vous avez entendu. Bon, alors, le budget, effectivement, la transition, sans transition, comme on dit, sans transition, le budget avec cette idée de taxer les produits sucrés, l'alcool, de taxer également le vapotage, c'est-à-dire que ce sont des pour faire changer les comportements, entre autres, et gagner de l'argent. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez de ces propositions. Ce que j'en pense, c'est que, Valérie, me semble-t-il, ces produits sont déjà taxés. Bah oui. Donc c'est d'augmenter. Il faudrait taxer les députés. Alors attendez, laissez finir Jean-Luc. Ouais. Donc il s'agit donc de trouver des fonds, puisqu'il n'y a plus de fonds, en touchant à tout et n'importe quoi. Mais oui. Donc voilà, allons-y. Le vapotage, me semble-t-il, est moins pire que le tabac. Les médecins disent que c'est beaucoup mieux que le tabac. Voilà, donc on va le faire. Non, d'ailleurs, c'est une proposition d'un député. C'est pas forcé que, pour l'instant, on ne connaît pas la fin de toutes ces discussions. On ne sait pas encore si le budget sera voté ou pas, ou s'il y aura des aménagements qui seront faits, qui permettront d'avoir un vote majoritaire. Pour l'instant, c'est comme on le sait, un vaste flou. Donc voilà, c'est la foire aux idées. Mais je trouve ça très dangereux, ces ballons d'essai, parce que on en balance tous les jours qui sont plus absurdes les uns que les autres, qui discréditent complètement le monde politique, parce que recevoir tous les matins, un jour c'est le vapotage, la veille c'est les entrepôts qui lui ruinent, c'est plus possible de lancer des ballons d'essai, qu'ils la bouclent, qu'ils discutent entre eux, et puis on verra ce qu'on vote. C'est plus supportable. C'est beaucoup de ministres qui sortent de ça aussi. Alors sur les taxes, oui, je suis globalement d'accord. Néanmoins sur les taxes, ce qu'on appelle les taxes comportementales, qu'on prenne à bras le corps
par des mesures punitives des comportements qui coûtent très cher quand même à la société. Et on voit bien les problèmes d'obésité, les problèmes de cancer. Enfin, on sait combien. Alors, je parle même pas du tabac. Ah oui, mais le sucre, la consommation des sucres cachés, c'est quand même un vrai les taxer problème. les sucres cachés, vous vous rendez compte, c'était prévu ça. Taxer les sucres cachés, on marche sur la tête. C'est déjà taxé. Mais ça veut dire, pour le coup... Non, mais de toute façon, on cherche de l'argent partout. C'est ça l'idée. Et pour faire changer les comportements, j'entendais un médecin qui disait, un épidémiologiste qui disait, il faudrait les taxer de 20%. Il faudrait augmenter les prix de 20%. En fait, la taxe n'est pas suffisamment importante pour qu'elle soit réellement punitive. Mais là, une fois de plus, ce budget n'est pas du tout construit pour, au fond, réfléchir à des problèmes de fond et engager des politiques publiques de distance, puisqu'au fond, tous ceux, et c'est la raison pour laquelle c'est la foire à la taxe, tout le monde sait qu'il va se terminer au 49.3. Oui. Donc que le gouvernement va ensuite y mettre ce qu'il veut. Donc c'est ça. Mais ça veut dire quoi, il met ce qu'il veut? Alors expliquez-nous très concrètement. En fait, très concrètement, le 49.3 va faire que le budget va être adopté sans vote. Ouais. Et que non seulement il va être adopté sans vote, mais dans une version du texte, qui sera une version du texte sans les amendements, à l'intérieur duquel le gouvernement choisira à discrétion de faire figurer, de faire entrer des mesures politiques ou des amendements en faisant un peu de picking, c'est-à-dire en prenant ce qu'il veut et ce qu'il considère comme étant probant. Ils pourront et qu'il envoie au Sénat. Mais qu'il envoie au Sénat, mais qui sera ensuite en l'état. Par exemple, le calendrier fait que vraisemblablement ce sera aux alentours de la mi-novembre. À mi-novembre, nous serons en pleine tension avec les agriculteurs, puisqu'ils ont appelé à une grande manifestation mi-novembre pour la revendication autour de leurs problèmes. Donc peut-être à ce moment-là, le gouvernement jugera probant, efficace politiquement de mettre dans le budget adopté qu'il mette lui-même, quelques mesures destinées éventuellement à calmer les agriculteurs et les exploitants. Mais ça, on verra bien. Michael, puisqu'on parle d'agriculture, il me semble-t-il, les propositions de mesures ont déjà été prises suite au premier conflit. Oui, mais il va y avoir des manifestations et ça va pas. Il serait déjà utile de mettre en œuvre l'ensemble des mesures. Or, 80% de ces mesures n'ont pas été mises en œuvre. Pour des raisons d'ailleurs, soit franco-françaises, mais pour des raisons aussi que c'est très compliqué avec l'Union européenne par rapport à la politique agricole. Bien évidemment. C'est pour ça que tout ça est un budget en trompe-l'œil en réalité, parce que personne ne croit à cette législature, personne ne croit à ce gouvernement. Donc de ce point de vue-là, tout le monde joue. Voilà. Oui, c'est vrai. Alors, et tout le monde rivalise d'inventivité pour inventer de nouvelles taxes. Oui, très dangereux. Alors, David Lisnard, c'est un tweet qui a 2 minutes, il va proposer qu'à l'occasion du congrès des maires en novembre prochain, l'Élysée et les ministères n'organisent plus les grandes réceptions qui étaient prévues, qui étaient apparues les dernières années. Ce sera toujours cela d'économiser et bienvenue au vu des prélèvements supplémentaires sur les communes. C'est un exemple, c'est bien. Voilà, c'est bien. C'est ultra symbolique par rapport aux 60 milliards qui sont quand même. Non mais vous ne pouvez pas faire des réceptions somptueuses, c'est ultra symbolique aussi quand le pays est ruiné. Eh ben on n'emmène pas 125 personnes au Maroc dans 2 années. Mais là aussi, effectivement, c'est de l'investissement qui peut permettre, mais même sans les 125 personnes, ça pouvait déjà rapporter, puisqu'on ce qu'on dit tout à l'heure, c'est que la relation économique entre la France et le Maroc a toujours été justement la plus active, même au cœur de la brouille. Non mais il faut aussi voir les choses. Tant qu'il n'y aura pas de réforme structurelle qui permettront totalement, radicalement de changer de mode de fonctionnement de la France une réforme de la Constitution. Ou réforme de la Constitution, ou réforme de la réelle réforme de la fonction publique, et non pas les mesures cosmétiques qui sont là pour, au fond, tout simplement amuser la galerie et faire qu'on en parle du matin au soir, alors qu'en réalité elles n'auront pas d'impact réel. Rien ne pourra changer. Et le décrochage que l'on constate avec d'autres voisins qui ont réussi à revenir de la période de Covid, le décrochage que l'on constate même avec des pays justement sur le continent africain qui évoluent, comme quand on regarde les prévisions de croissance par exemple au Maroc, quand on regarde la capacité de pouvoir justement se projeter dans des politiques publiques à long terme, eh bien, je pense qu'il faut que la France revienne un peu d'humilité et qu'elle regarde un peu vraiment comment on fait pour faire en sorte que une société évolue. Dans la Constitution, on pourrait très bien voter le fait qu'on n'a pas le droit de présenter un budget en déficit. C'est la fameuse règle d'or qui a toujours été proposée, jamais acceptée. Oui, c'est ça en fait. Mais on est obligé d'y arriver. Pour rebondir sur le tweet de David Lisnard, moi je trouve quand même qu'il faut rappeler qu'on demande aux collectivités de faire 5% d'économies en 2025, alors que
Les collectivités en général sont toujours celles qui ont le budget le mieux géré. Ouais. Moi, je vois à la région, Bien on sûr. a un budget qui est très géré. On a éliminé toutes les dépenses inutiles. Valérie Pécresse qui est allée à la hache. Bien sûr. Je trouve inacceptable qu'on s'attaque aux collectivités, aux maires des communes, dont on sait qu'ils sont de meilleurs gestionnaires que l'État. Oui, Ouais. oui, l'État qui donne en permanence des leçons de gestion, ça fait rire tous ceux qui effectivement bien sûr, ont bien travaillé sûr, dans des bien sûr. collectivités. Mais oui, c'est parce qu'on ridicule. voit bien de l'intérieur à quel point c'est le plus mauvais gestionnaire qui existe, sans aucune vision stratégique jamais. Jean-Louis Borloo le disait très régulièrement quand j'en parle avec lui. De toute façon, l'État stratège, ça n'existe Ça pas. n'existe pas. Hein. Bien sûr. C'est le plus mauvais des gestionnaires et donc il faut arrêter Mais c'est parce de qu'on croire a que complètement ce qu'il dit dilué est toutes les intelligent. responsabilités. Plus personne en France n'est responsable de quelque chose. Et Oui, oui, on est d'accord, mais personne n'est il a responsable. quand même fallu qu'on rue dans les brancards. attendez. Il a fallu que les élus ruent dans les brancards pour que le Parlement renonce à augmenter son budget. Le Ouais. Parlement, Ouais, l'Élysée, alors, etc. Bien sûr. Jean-Luc. Justement, il y en a qui sont très responsables. Et tu l'as dit, Alexandra, tu vois, on peut être d'accord même sur un certain nombre de choses. Pas sur tout, c'est moins qu'on puisse dire, mais là, oui, les collectivités territoriales sont très respectueuses des comptes Absolument. Bien de sûr. leur gestion, quels que soient ceux qui dirigent ces collectivités territoriales. Je parle du maire de village jusqu'au président de région. Absolument. Et à ce niveau-là, s'attaquer à cela, c'est une véritable provocation. Véritable provocation. Parce que. Merci de le souligner parce que c'est important qu'on soit tous d'accord sur ce sujet-là. Ça va jouer sur l'aide aux plus pauvres. Absolument. Ça va jouer sur l'aide aux femmes seules. Ça va jouer. Je vais pas faire une liste complète. Non, mais c'est effectivement ceux-là qui seront le plus Puis touchés. c'est en cela, vous voyez, au fond, on arrive après pratiquement bientôt ce qu'on appellera la décennie Macron, et qui était censé être une révolution, qui était censé être reconsidérer tout le mode de fonctionnement de cette monarchie républicaine qui est la France, qui est la 5e République. Non, je crois qu'en fait, il y croyait pas vraiment, parce qu'au fond, il s'est présenté comme étant le premier d'un monde nouveau. En fait, c'était le dernier d'un monde ancien, et le monde entier change. Les codes évoluent. Nous sommes au début d'un nouveau siècle. Nous sommes dans les 20 premières années d'un nouveau siècle. On voit bien que tous les modes de fonctionnement sont en train de changer, et que nous, on reste avec cette espèce de monarchie empesée, compassée, pyramidale, où tous décident dans un seul bureau. Même pendant le Covid, l'heure à laquelle les spectateurs allaient quitter Roland-Garros et décider dans le bureau du président de la République. Quand j'ai vu ça, j'ai dit mais c'est hallucinant. On est à la fin de ce système, et je pense que les tensions ne vont pas arrêter de se manifester. Et il est temps de constater qu'effectivement il y a un mode de fonctionnement qui ne marche pas. Vous savez, je vais terminer par là. On invoque énormément en général à tour de discours les mannes du général de Gaulle. Qu'est-ce qu'il a fait de Gaulle? Il a pris un système qu'il considérait comme obsolète, il a jeté, il en a fait un autre. Voilà, que les vrais courageux se lèvent. Voilà. Bien sûr. Allez, petite pause pub et on se retrouve dans un instant. On va parler de l'opération de Michel Barnier pour une lésion cervicale. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On continue de commenter l'actualité. C'est cette information. Hier, on a appris que le Premier ministre Michel Barnier avait été opéré, une hospitalisation qui était programmée. Il a été opéré ce week-end dans le plus grand secret d'une lésion cervicale qui fait l'objet d'analyse. Le Premier ministre va alléger son agenda jusqu'à jeudi. Lésion cervicale, c'est un peu flou. On ne sait pas très bien ce que c'est. Quand on attend des résultats, ça veut dire qu'il y a eu des prélèvements. Tout le monde dit tout s'est bien passé. Ça n'avait pas été les prélèvements, annoncé. c'est plutôt Ouais. un processus classique. Alors dans le plus grand secret. Normal. Enfin, je veux dire, c'est tout à fait normal quand même. Même les premiers ministres ont droit à un minimum de vie privée. Ouais. Ça a été fait dans les règles. Les Français en ont été informés. Je crois que ça a été fait dans la plus grande transparence. Voilà. Et ce qui est plutôt une rupture avec tout ce qui s'était passé précédemment. Il a quand même été courageux. Il est revenu au bureau le lendemain. Ça s'est pas vu. Et bon, il faut quand même le dire aussi. Courageux, s'il a pu revenir, il est revenu. Oui. S'il avait, il aurait pu, il a pu revenir.
voilà. Quand on voit les arrêts de travail. Oui, c'est un autre sujet. Bon, mais en même temps, ça pose toujours la question sur cette éternelle, là aussi, promesse jamais avérée de la transparence sur la santé de nos dirigeants. Bon, peut-être que pour parfaire totalement la démarche, être prévenu en amont qu'il allait subir une opération, voilà, dont on considérait qu'elle n'était pas importante ou trop grave, mais qu'elle était nécessaire. Ça aurait été bien aussi. Voilà, parce que évidemment, il y a encore beaucoup de 3 questions. semaines avant, en pleine. Moi, je suis pas d'accord. Sans parler 3 semaines avant, on peut en parler 24 heures avant, tout simplement. C'est tout. C'est pas. Moi, je trouve que le jour même, ça suffit. Moi je veux aussi, dire, moi aussi, voilà. Le fait de faire de la politique n'autorise pas tout. On a le droit aussi à un minimum de vie privée. Je veux dire, c'est un sujet éternel. Je rappelle quand même qu'il n'y a aucune obligation dans la Constitution pour un Premier ministre ou pour un président d'informer des opérations ou des problèmes de santé qu'il peut avoir. Là, en l'occurrence, il l'a fait. On va attendre les résultats. Je trouve. Pour l'instant, il y a zéro faute. Je préfère qu'il y ait une transparence sur l'état de santé des personnes qui nous dirigent que de savoir qu'ils ont acheté une 4L il y a 15 ans et que pour cela, ça les empêche. De revenir un jour au gouvernement. Vous voyez, donc c'est ça le sujet. Jean-Luc, sur la santé, je ne sais pas s'il y a un débat d'ailleurs. Non, on va pas le créer. On est content, on espère qu'il va se rétablir. Et voilà. Je trouve que ça tombe mal. Ça tombe mal. Oui, ça tombe mal. C'est bien. On ne choisit pas d'être malade. Je n'invente rien. Je veux dire, je sais pas, moi j'essaye de suivre. Je fais un peu de politique dans ma vie, donc les débats à l'Assemblée nationale, j'essaye de suivre qu'est-ce qui pourrait en sortir. Et puis j'apprends, comme vous ce matin, et bon, je l'ai déjà dit sur cette antenne, moi je trouve que Michel Barnier est quelqu'un, j'avais fini une émission là-dessus en disant c'est quelqu'un de poli, j'ai aucune raison de l'attaquer. Mais là, ça tombe vraiment mal parce que j'apprends qu'il n'est pas là pendant c'est la fin des débats là. Ouais. Bah oui. Il ne revient pas. Et donc il va laisser d'autres répondre dans les débats. Or, on voit bien que c'est panique à bord. Chaque député est libre de ses mouvements, chaque secrétaire d'État, des ministres délégués, tout ça n'a pas vraiment de sens. Et donc, voilà, c'est dommageable. Voilà, mais à ce niveau-là, Michel Barnier, à l'âge qu'il a, il est forcément... plus on vieillit, j'en sais quelque chose, plus on est attaqué par différentes maladies. Et on lui souhaite un prompt rétablissement. Absolument, comme le dit la formule, mais donc il est allégé. Il y aura un conseil des ministres jeudi, c'est ça. Un mot sur Bernard Cazeneuve, qui visiblement est en train d'agiter ses soutiens pour les faire réadhérer en masse au Parti Socialiste pour renverser Olivier Faure l'année prochaine. Intéressant. Bon, bienvenue au PS. De toute façon, il y a toujours une grande manœuvre, petite manœuvre, c'est consubstantiel à la vie de ce parti. Mais là, c'est intéressant, parce que ça veut dire aussi qu'il y a ce travail qui se fait dans l'ombre depuis des années, depuis 3-4 ans, de réorganiser un camp social-démocrate pour essayer de revenir au pouvoir d'une manière ou d'une autre, est en train d'arriver dans une phase, cette fois-ci, plus opérationnelle, plus, je dirais, agressive politiquement, et on approche de l'heure de vérité, c'est-à-dire effectivement dans quelle mesure ils vont arriver ou pas à se dégager de l'emprise mélenchoniste qui empêche la gauche de revenir au pouvoir tout simplement un jour. C'est tout. Allez, Jean-Luc. Il faut aider Cazeneuve. Parce que vraiment, Boris Vallaud, Olivier Faure, je ne vais pas tous les citer, sont vraiment des extrémistes gauchistes absolument imprévisibles. Non, mais ils ont fait alliance avec le diable. Comme les Verts, comme le PC, comme un certain nombre d'autres Le PC s'est séparé un peu. Qui répondent à des nécessités, à des positions qui sont soutenues d'ailleurs quand même aux dernières législatives par 30% des Français, qui ne sont pas tous des islamo-gauchistes et qui ne sont pas tous des extrémistes de gauche. Non, mais vous savez très bien que les socialistes ont eu du mal à voter pour cet attaque. Qu'il y ait... allez-y. C'est que Bernard Cazeneuve, donc, appelle à faire adhérer au PS. Écoute, Michael, on sait quelque chose à mon avis, peut-être les autres aussi autour de la table, quand même, c'est pas une franche réussite, l'organisation qu'il avait essayé de monter. C'est-à-dire que, très bien, qu'il fasse adhérer les 10 à 12 000 personnes qui avaient adhéré, dont Laurent Geoffrin, allons-y. Moi, je pense qu'on a besoin, dans la société française, d'une gauche réelle. D'une gauche réelle, avec une social-démocratie réelle, dont je trouve
qu'Olivier Faure le dirige très bien. Je pense qu'on a besoin d'un parti écolo dont Marine Tondelier le dirige très bien. Oui. Tout va bien. Oui. Non, c'est pas que non, tout va bien. Jean-Luc, Tout va bien. ça ne t'étonnera pas que je ne sois pas d'accord, mais pardon, moi je crois qu'il y a urgence à ce qu'il y ait à gauche un sursaut républicain et qu'une gauche républicaine... Un sursaut républicain, aussi au niveau des républicains, ce serait vachement bien. Non, Oui. mais on n'a pas de problème avec la République, nous, à droite. Voilà. Oui, mais ça, c'est. Alors, Et Monsieur Ciotti n'a pas de problème avec la République. Mais M. Ciotti n'est plus dans les Républicains, et non, je ne pense pas Non, que il M. n'y a pas de Ciotti problème avec est la un problème République. avec les Républiques, les Non, monte un franchement sens. pas. Oui. Ah si, il s'appelle toujours républicain. Hein. Il y a toujours républicain Oui, dans son enfin, on ferait mieux de redéfinir à ce moment-là ce que c'est que la République. Mais c'est pas. Non, écoutez, moi je pense on doit tous appeler de nos voeux l'émergence d'une gauche républicaine. C'est absolument nécessaire pour tous. non, parce Et qu'avec qu'on Jean-Luc revienne. Mélenchon, il n'y aura jamais de gauche de gouvernement. Il faut le savoir, il faut le regarder en face. Parce qu'avec Jean-Luc Mélenchon, il n'y aura jamais. Avec parce lui, que, oui, bien sûr, lui, faut on que retrouve Mélenchon tant que la gauche, oui. tant que les socialistes, et même les communistes, et même les écologistes, Mais bien sûr. n'arriveront pas à se débarrasser et à se sortir de cette emprise, ils ne reviendront pas au pouvoir. C'est comme ça. Tout le monde le sait. Même Jean-Luc Benamir le sait. Jean-Luc Mélenchon. Même Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est lui qui impose tout. Mais il n'impose rien du tout. Mais évidemment. Ça, c'est un leurre de croire qu'il n'impose rien. Quand on voit comment LFI brutalise la société française, comment LFI brutalise le débat à l'Assemblée et même d'ailleurs à la région, moi je me réjouis que la gauche républicaine se réveille. Un peu moins, Jean-Luc. Je ne souhaite pas qu'elle revienne au pouvoir, mais je souhaite qu'elle se mobilise et qu'elle existe. Jean-Luc, en toute objectivité, ceux qui foutent le bazar à l'Assemblée, c'est pas le RN pour l'instant, c'est quand même. Non, ça c'est sûr. Tous les députés macronistes ne viennent jamais. Alors c'est vrai que c'est. Je vous parle pas des macronistes, je vous parle des RN. Je vous parle du RN. Vous dites le RN. Qui soutiennent bien, qui sont là, qui votent et qui évitent que les drames passent. Un certain nombre de débats où il n'y a pas grand monde, c'est vrai. Tout le monde n'est pas là. Le RN est parfois insupportable, comme d'autres sont insupportables. Mais je suis désolée. Heureusement qu'il y a le RN pour remplir le rôle que les députés républicains des autres partis de la dite majorité, ils sont absents. Il y en avait 2, alors qu'il y avait 120 parlementaires en séance l'autre jour. C'est une honte de ne pas aller en séance. Ils reviennent de la buvette en rigolant pour voir qui vote. Et je suis désolée, on peut continuer à casser le RN. Ils sont beaucoup plus républicains que tous ceux qui les acceptent. Qui les critiquent. C'est remarquable. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour ce débat. Le mot de la fin, Michael, que les vrais courageux se lèvent, c'est ça votre... Oui, moi je dis toujours, voilà, comme De Gaulle avait jeté un système, il en a créé un autre. Qui est capable de faire ça? Personne aujourd'hui. Personne aujourd'hui. Magnifique Merci mot de la fin. On se retrouve demain. Très bonne journée sur Sud Radio. Je voudrais... Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons